Vieille peau. Épisode 4. Souriez, vous êtes ménopausée. Vieille peau. J'ai essayé de chercher une gynécologue féministe en Suisse, j'ai pas trouvé. Quand tu vis une ménopause comme je l'ai vécue, tu peux avoir des moments d'une vulnérabilité. Ça a été une deuxième jeunesse, vraiment. C'est la chose, je pense, la plus difficile que j'ai vécue dans mon corps. Et puis, t'en parles pas. Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous chez ma gynécologue pour mon contrôle annuel. Comme d'habitude, il y avait du retard. Alors, dans la salle d'attente, j'ai parcouru du regard les prospectus sur la table basse. Sur la majorité, on voyait des ventres de femmes enceintes ou des jeunes mamans épanouies, mais l'un d'eux, dans des tons bleutés, a retenu mon attention. Sur celui-ci, une femme aux cheveux gris-blanc, menton relevé, le regard tourné vers les étoiles, flanquée d'un immense sourire. Son visage était si étincelant que je me suis dit « soit elle a gagné au loto, soit elle vient enfin de réaliser le rêve de sa vie. » Mais rien de tout ça. Le sous-titre annonçait gaiement « Ménopause, le début d'une nouvelle étape de vie ». On aurait dit une brochure de voyage à destination d'un pays exaltant, vers un horizon plein de promesses. J'étais évidemment un peu perplexe, ça sentait quand même pas mal la publicité mensongère. Mais dans le fond, qu'est-ce que j'en savais ? Qu'est-ce que je pouvais prétendre affirmer sur la ménopause ? Devant ce feuillet, j'ai réalisé que je ne connaissais strictement rien de ce qui m'attendait. Mais rien, pas même le b.a.-ba. À quel âge ça arrive en fait ? Quels en étaient les symptômes, les raisons, les remèdes ? Mais est-ce que j'ose utiliser le mot « remède » ? Pour moi, la ménopause se présentait plutôt comme un pays lointain, redoutable et mystérieux. Alors là, dans les murs délavés de cette salle d'attente morose, je me suis demandé comment ça se faisait que j'en savais si peu. Dans cet épisode, j'ai donc été rencontrer des femmes pour parler ouvertement de ce qu'elles éprouvent ou ont éprouvé durant cette période de transition. Métamorphose, redécouverte de soi, honte, deuil ou libération, on a cherché à comprendre ensemble pourquoi la ménopause est un sujet encore malheureusement bien trop tabou. J'ai choisi de donner la parole uniquement à des femmes, mais attention, c'est un sujet évoqué par les femmes, mais pas uniquement pour les femmes. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est que pour que notre regard change, il faut que nous puissions tous et toutes envisager la ménopause autrement. L'arrivée de mes règles a été préparée par des récits, celui de ma mère, de mes sœurs, de mes copines, des explications et même des séances de préparation active. Je me rappelle très bien qu'à l'âge de 11 ans, avec ma voisine, nous consacrions des heures de séances d'entraînement au collage de serviettes hygiéniques dans nos culottes, afin d'être prêtes au moment clé. On avait tout, on savait tout, il nous restait plus qu'à attendre. Et quand c'est arrivé, un jour d'été, cette tache brunâtre découverte en allant aux toilettes, j'étais émerveillée et fière. Cette étape de ma vie, je l'avais tant attendue que je l'ai célébrée. Mais l'étape d'après, celle qui représente l'arrêt de ces cycles qui ponctuent ma vie, c'est bien plus nébuleux comme perspective. Rien ni personne ne me prépare à ce moment-là. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou appréhender. La première chose qui m'a frappée chez mes interlocutrices, c'est l'envie de parler, le besoin de témoigner. Les femmes d'une 50aine d'années que j'ai rencontrées ne ressemblent pas du tout aux dépliantes chez ma gynéco. À la place d'un sourire radieux tourné joyeusement vers le futur, je les aurais plutôt représentées avec des yeux ahuris et dépassés par la situation. Il y a d'abord eu Carole, qui m'a raconté que si on devait vraiment comparer ça à un voyage, ça aurait plutôt ressemblé à ça. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a larguée sur un kayak au milieu d'une rivière, en me disant tu dois arriver, tu pars de là, tu vas arriver là, mais comment tu y arrives ? Écoute, bonne chance, débrouille-toi. Et puis Joël et Valérie qui ont insisté sur l'absence de discours et la puissance du tabou. Moi, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais putain, c'est hallucinant, quoi. Et c'est comme si je vivais un truc qui n'existe pas. Je trouvais ça fou. Et puis après, je me suis dit, mais il faut faire des groupes de femmes. Faut qu'on en parle, faut que tout le monde soit au courant, faut pas se retrouver seul là-dedans. Il y a une sorte de mystère, il y a une espèce d'omerta, il y a quelque chose de... Je sais pas. T'arrives au moment de la ménopause et personne t'a rien dit et personne, on n'a jamais parlé de ça. Et moi, j'y avais jamais pensé en fait. Mais j'ai trouvé assez frappant de voir ce qui se passait pour moi, c'est vraiment pas rien, la ménopause c'est une expérience, moi j'ai trouvé pas facile, et pourtant je suis plutôt de bonne santé, et je trouve ça incroyable, donc je me dis mais il faut en parler.
Il faut en parler parce que c'est une étape de la vie des femmes. Et puis, c'est aussi une étape qui nous affecte toutes. Et même entre femmes, on ne parle pas de ça. Alors, dans ma génération, on ne parlait pas non plus beaucoup de sexualité, de toutes ces choses-là. Mais la ménopause, c'est un peu la honte, quoi. Ce sont les 3 femmes que vous entendrez dans cet épisode et avec qui j'ai longuement échangé. On dit facilement que chaque femme est différente et donc que chaque ménopause l'est aussi. Mais le sentiment de solitude, d'isolement, la honte et le manque de connaissances sont des mots communs à tous les récits. Personnellement, mon ignorance commençait par le fait que je ne savais même pas à qui m'adresser pour trouver un témoignage. Je ne savais pas quelle tranche d'âge était concernée. Alors j'ai dû commencer par repartir de la base. J'ai donc appris que la ménopause se produit en moyenne à 51 ans. Mais ça, c'est la moyenne. Pour Joëlle, par exemple, ça a été clairement plus tôt. Elle me reçoit dans son atelier de céramiste à Genève. On a discuté sous le regard d'une tête de babouin et d'un lièvre en faïence accroché au mur. Moi, je l'ai vécu à 45 ans et en fait, j'étais très jeune, en fait, dans le groupe de copines, dans mes connaissances. En fait, j'ai été la première à me rendre compte que ce que je vivais comme troubles, c'était des troubles qui étaient liés à la périménopause, quoi, c'est-à-dire aux années qui commencent un petit peu à se déglinguer avant la ménopause. Petite parenthèse avant de poursuivre. Jusque-là, j'ai utilisé le terme de ménopause, mais j'ai très vite compris que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je vous propose une petite récap de terminologie avant de continuer. Ménopause, ça vient de méno, menstruation, pause, fin, arrêt. Donc on parle de ménopause au sens strict pour évoquer les dernières règles, suivies de 12 mois sans menstruation. Mais on parle de préménopause, quand les symptômes sont présents mais faibles, et de périménopause pour les 4 à 10 années de manifestation de multiples symptômes jusqu'à l'arrêt du système. Et enfin, on regroupe l'ensemble de la préménopause, de la périménopause et de la ménopause sous le terme de climatério. Ce que je me rends compte en clarifiant tout ce vocabulaire, c'est que ces phases annoncent un changement lent et sur une longue durée. C'est une transition. Du coup, j'étais en éclaireur. Déjà, j'ai su bien plus tard que c'était le début de ma ménopause, parce que c'est tellement des sensations qui sont de sources différentes. Ça peut toucher l'humeur, ça peut toucher le sommeil, ça peut toucher l'odeur, ça peut toucher la peau. En fait, il faut un moment pour mettre toutes ces pièces les unes à côté des autres, comme un puzzle, et puis se dire « Ah, ok, ça c'est ma ménopause en fait ». Tu vois, donc au début, déjà vu que j'étais la seule à avoir tous ces petits déglingages comme ça, je me suis dit « Bon, ok, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et c'est vrai que 45 ans, c'est relativement tôt. Joëlle a l'art de la formule. De façon lapidaire, elle m'avait dit en préambule « Tes ovaires, t'en parles avec ton gynéco, ta tête avec ton psy, ton mec il veut baiser et toi tu fais que chialer. Mais tu parviens pas à réunir tout ça dans une seule pensée. » Je comprends que le climatério, qui consiste basiquement en une chute ou une fluctuation hormonale, vient toucher les femmes de multiples façons. Très concrètement, pour Joëlle, ça a eu des impacts physiques et psychiques. Tout à coup, j'ai commencé à avoir des moments, des angoisses, à avoir des sueurs nocturnes, à sentir sous les bras comme une adolescente alors que je n'ai jamais senti cette odeur, des boutons sous la peau, dans la nuque, vraiment une espèce d'adolescence en retard, quoi. Je suis pas un pilier, quoi. Je suis pas quelqu'un qui est posé, qui tient bien droit. Voilà, j'ai toujours eu des moments où j'ai un peu flanché. Et puis là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je flanche, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Parce que j'avais pas de raison apparente de pas avoir le moral ou de me sentir angoissée. Je comprenais pas. Et puis j'étais en psychothérapie, et puis j'ai mis un moment, et ma thérapeute aussi, jusqu'à ce qu'en fait, tout à coup, on se dise, mais peut-être que c'est justement le résultat de cette bascule hormonale qui fait qu'il y a tout à coup... c'est un petit peu comme si tu perds tes repères et puis tu dois tu te sens pas comme d'habitude, quoi, dans ton corps et dans ta tête. Donc tu ressens physiologiquement
Ben voilà, des surnocturnes, c'est des surnocturnes, je veux dire. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu peux changer tes draps, tu peux avoir un t-shirt sec prêt à côté de toi pour le mettre. Vraiment, t'as la goutte qui dégouline depuis ton oreille et qui arrive au bout de ton sein et qui descend, tu vois. C'était vraiment... Ça, c'est pas... c'est clair, quoi. Quand on arrive là, tu sais que c'est bon. Puis après, je te dis, il y a tous ces petits symptômes les uns à côté des autres. C'est comme un peu des boutons de fleurs qui sortent, et puis voilà. Des symptômes qui fleurissent comme des boutons de fleurs, ça c'est la version poétique de la ménopause. Mais quand j'ai découvert ce que l'on recense comme manifestations diverses en lien avec le climatério, j'ai pas eu envie de réciter des sonnets. Ça s'appelle l'échelle MRS, Menopause Rating Scale, et c'est sur elle que la médecine se base. Je me suis mise à lire un à un les points sur la liste, et j'avoue qu'à la fin, je me sentais pas hyper confiante en l'avenir. Bouffée de chaleur, gêne au niveau du cœur, problème de sommeil, humeur dépressive, irritabilité, anxiété, fatigue physique, mentale et intellectuelle, problèmes sexuels, problèmes urinaires, sécheresse vaginale, gêne musculaire et articulaire. Je regarde à nouveau le prospectus de la salle d'attente et j'ai désormais l'impression qu'on se moque de moi avec cette femme au sourire radieux. Je cherche à me souvenir de ce que ma mère aurait pu me raconter à ce sujet, puisque nous parlons ouvertement de tout, mais rien ne me vient. Alors à quoi est-ce que c'est dû ? À l'envie de passer à autre chose une fois qu'on est sorti de là ? À la honte ? La honte, j'en ai beaucoup parlé avec Valérie. Autour d'une tasse de thé réconfortante, elle m'a confié avoir très peu osé parler de ce qu'elle vivait. Et puis Valérie mettait le doigt sur le lien entre le sentiment de gêne et toutes les injonctions faites aux femmes. Celles qui me donnent souvent envie de hurler. Mais moi, au début de ma ménopause, il se passait plein de choses dans mon corps. Je me suis dit, ça doit être ça. Mais c'est jamais quelque chose dont j'ai parlé avec les gens autour de moi. Alors que c'est une période dans laquelle tu deviens quand même plus vulnérable, plus sensible, plus... Ouais, il y a des doutes. Mais même... j'allais chez ma gynécologue qui est très chouette et tout ça. Elle me disait, la ménopause, ça va. Puis moi, je lui disais, ça va, parce que j'avais juste pas envie de parler de ça. Parce que c'est un peu gênant, parce que c'est un peu... Pourtant, je suis quelqu'un qui parle facilement des choses, mais il y avait un côté... T'as pas envie de t'étaler sur le fait que tu transpires. Moi, j'ai des souvenirs, peut-être t'es enseignante, donc t'es devant les gens, et de devenir rouge, et puis de me mettre à transpirer comme ça. Puis ça a duré intensivement comme ça pendant 2-3 ans. C'est pas la chose que t'as envie d'exposer, c'est pas sexy. Puis on vit dans une société où il faut quand même que les choses soient sexy. C'est pas sexy de dire que t'as des bouffées de chaleur, que tu prends du poids, que t'as mal partout, que t'as... Tu vois ? Donc je pense qu'il y a une sorte d'omerta. Puis voilà, on vit dans une société aussi où pendant longtemps on a été programmés pour être des épouses et des mères. Et bon, jusque-là ça va. Et puis après, juste continuer à vivre, mais ne nous emmerdez pas, quoi. Avancer à l'aveugle, tâtonner, se débrouiller, faire au mieux, endurer. C'est à ça que ressemble le tableau peint par mes interlocutrices. Avec un peu de chance, une mère ou une amie pour aiguiller. L'une des premières choses que Carole a pointé du doigt, c'est l'impression de vivre quelque chose de pathologique. Je trouve qu'on est quand même assez seul en tant que femme. Et puis que, moi, en tout cas, ce qui m'a rendue un peu plus forte, c'est de pouvoir échanger ça avec d'autres femmes. Mais ça reste quand même un sujet de conversation qui est partagé dans une intimité entre femmes. Et c'est vrai qu'on ne parle pas tellement de la ménopause de façon comme quelque chose qui est normal, et qui est un processus normal et par lequel toutes les femmes vont passer. Donc on est des milliards de femmes à vivre ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle. Assise face à Carole, j'ai ressenti chez elle le besoin de partager son expérience pour éviter à d'autres la solitude dans laquelle elle a été plongée, malgré elle. Il faut dire que son entrée dans la périménopause a été un peu brutale. Âgée d'un peu plus de 40 ans, elle a dû être opérée d'un cancer de l'utérus. Mais aucun médecin ne l'avait prévenue que l'ablation de cet organe provoquait très souvent une ménopause précoce. Elle s'est donc retrouvée seule à se questionner sur des symptômes post-opératoires et finit par comprendre, presque par hasard, grâce à une amie ayant vécu la même chose, que ce qu'elle traversait correspondait à des symptômes de périménopause.
Elle décide alors de consulter. Enfin, ma gynécologue, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Mais vous savez, il y a de plus en plus de femmes qui assument tout à fait le fait d'avoir sa ménopause. Puis je trouve que c'est pas le fait d'assumer d'avoir une ménopause, mais c'est juste de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le corps. Parce que c'était juste ça, au début, c'était de me dire, j'aimerais comprendre ce qui m'arrive. Est-ce que c'est lié à l'opération ou est-ce que c'est un symptôme de ménopause ? Puis là, on me disait, mais vous savez, ça peut être lié à l'opération, ça peut être psychique, et puis on peut pas vraiment prédire si c'est hormonal. Donc j'ai vraiment dû insister pour faire un bilan hormonal, pour qu'on me dise, effectivement, vous avez un petit peu moins d'œstrogène, etc. Donc ça peut être ça, mais on peut pas être sûr à 100%. Donc c'est extrêmement flou. C'est nébuleux et ça semble parfois l'être pour les médecins aussi, tant les domaines affectés par les changements hormonaux sont nombreux. Pour se sortir de là, Carole me raconte qu'elle a passé presque 1 an à chercher des informations par elle-même. Il n'y a rien, il n'y a pas de livre en français sur la ménopause. Alors j'ai dû aller chercher du côté des Canadiennes et des Américaines, et il y a quand même des effets secondaires qu'on retrouve chez toutes les femmes. Donc quand on dit qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout de perte de libido, c'est pas vrai. On passe toutes par des phases où on a beaucoup moins de désir sexuel. On passe toutes par des phases où les relations sexuelles deviennent douloureuses. On passe toutes par des phases de problèmes digestifs. Alors après, la seule chose où on nous dit ou tu as des bouffées de chaleur ou tu n'as pas de bouffées de chaleur. Effectivement, il y a des femmes qui ont des bouffées de chaleur, il y en a qui n'en ont pas, mais c'est la seule chose. Donc si la ménopause se résume à des bouffées de chaleur, c'est quand même un peu minimaliste. Alors, en me penchant sur le sujet, j'ai découvert que même si cela reste timide, la ménopause, on en parle heureusement quand même de plus en plus souvent. Quelques mois après ma rencontre avec Carole est sorti par exemple l'excellent livre « Bouffées de chaleur » de Myriam Stein. Elle y raconte son expérience personnelle avec beaucoup d'humour et compte un grand nombre d'informations scientifiques et de ressources diverses. Mais c'est sûr que face à de tels chamboulements physiques et psychiques, on ne peut pas se retrouver avec Google pour seule référence. J'ai mal partout et suis déprimée. Est-ce que c'est la ménopause ? Enter recherche. Mais ce que je comprends en écoutant Carole, Valérie et Joël, c'est que pour répondre à ces troubles, les médecins sont bien peu adéquats. Ah, j'en ai vu 1, 2, 3, 4. Puis chaque fois, j'ai vu je pense que j'ai vu 4 femmes. J'ai essayé de chercher une gynécologue féministe en Suisse. En tout cas, Suisse romande, j'ai pas trouvé. J'ai fait je sais pas combien de gynécologues qui m'ont reçu en un quart d'heure avec le regard sur la montre et puis qui m'ont dit vous voulez des hormones, est-ce que vous il faut vous décider, est-ce que vous voulez des hormones ou vous voulez pas des hormones? La question des hormones est très épineuse et c'est souvent la seule réponse qu'on donne aux femmes dans les cabinets. Dès les années 60, on les administrait à tout va. Mais en 2002, le rapport à leur emploi systématique a dû faire un virage à 180 degrés. Dans Bouffées de chaleur, Myriam Stein raconte. Le 9 juillet 2002, aux États-Unis, les lignes téléphoniques des médecins et endocrinologues étaient saturées. Le nombre d'appels de patientes était si massif que des gynécologues ont avoué plus tard au New York Times avoir tout bonnement débranché leur téléphone. Ce moment est l'instant zéro du climater au XXIe siècle. Peu avant, des chercheurs et des chercheuses du Centre de recherche en santé de la femme du Mont Sion, de l'Université de San Francisco, avaient publié une étude selon laquelle les traitements hormonaux de substitution contre les troubles de la ménopause favorisaient des cancers du sein, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et les caillots de sang. Sur une échelle Richter imaginaire des scandales médicaux, cette étude était au moins de magnitude 9. Elle représentait une césure dans le discours moderne sur la ménopause. Ses conclusions ? Un traitement validé depuis plus de 30 ans nuisait plus aux patientes qu'il ne leur était utile. 2 générations de femmes s'étaient fait avoir par la stratégie d'un fabricant de médicaments. Je découvre en hallucinant qu'il a donc fallu attendre ce scandale pour qu'une vague d'études sérieuses soit financée sur le sujet. Les connaissances médicales actuelles n'ont donc que 20 ans. Alors si les femmes en savent si peu, c'est aussi qu'on en est au balbutiement de la compréhension des enjeux médicaux.
Aujourd'hui, l'emploi des traitements hormonaux est encore discuté. Joëlle a poursuivi ses métaphores végétales pour me faire le récit de son expérience. Les possibilités qu'on a, c'est de prendre des hormones par voie orale ou sous forme de gel. C'est ce que conseillent pas mal de gynécologues. C'est de dire, ben voilà, en fait, vous avez un dérèglement hormonal, donc vous compensez les hormones qui s'en vont, et puis comme ça, vous restez plus ou moins à flot, quoi. Ben, moi, je suis quelqu'un qui prend pas facilement des médicaments. J'ai un peu une tendance à penser que la vie, la nature, les éléments... Ok, les arbres, ils perdent les feuilles en hiver, il n'y a pas de fleurs, je me suis un peu comparée au cycle de la nature, puis je me suis dit, ben voilà, t'es en train de te faner, quoi. Donc, tu peux bien arroser, tu peux bien faire tout ce que tu veux, mais à part si t'as juste envie de te masquer le fait que t'es en train de te faner, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'ai tenté en tout cas l'expérience sans l'apport d'hormones au début. Puis au bout d'un moment, c'est une visite chez ma gynéco. Elle m'a dit, ah là, tu vois, ça, c'est tes ovaires. Je dis, ah bon, alors, parce que je croyais que les ovaires, c'était... je voyais ça comme un kiwi, tu vois. Elle me dit, bah, là, en fait, si on ouvrait, on trouverait 2 petits raisins secs. Ok. Alors là, j'ai vraiment réalisé que tous les symptômes que j'avais étaient incarnés dans mon corps, et puis que, ben voilà, là, il n'y avait plus de doute, quoi. Et puis, à un moment donné, je me suis sentie tellement... J'en ai eu marre de supporter tous ces désagréments que elle m'a dit, mais tu sais, Joëlle, tu vas pas avoir une médaille parce que tu prends pas d'hormones. Et puis, je lui ai dit, mais écoute, j'essaie pas de gagner une médaille. J'ai essayé de prendre ça de la manière la plus naturelle possible. Et puis, quand elle m'a dit, bon, ben voilà, tu devrais quand même essayer les patchs. Ok, alors, je me suis collé un patch dans la culotte et j'ai de nouveau eu des règles, alors que ça faisait des mois que j'en avais plus. Et là, je me suis dit, non, mais là, ça va dans le sens totalement contraire de ce qui... Je veux dire, j'ai plus mes règles et je prends des hormones pour en avoir de nouveau. Alors, j'en ai mis, je crois, 2 semaines et puis j'ai arrêté. Puis après, on m'a dit que oui, en fait, ça se mesure. Voilà. Après, il y a peut-être une mécanique d'horlogerie précise à faire avec ça que moi, j'ai pas fait. Mais en fait, juste le fait de reavoir mes règles alors que je les avais plus, ça m'a paru totalement absurde. Donc, j'ai dit non. Et en fait, j'ai traversé tout ça, toute cette période, un peu avec du trèfle, ou un peu avec ci, ou un peu avec ça. Mais j'ai jamais trouvé la pilule miracle. J'ai jamais pris une pastille où je me suis dit « Ah putain, je suis sortie de la ménopause, c'est génial !» J'ai senti tous les symptômes que j'ai eus tout le temps. Comment compenser la chute hormonale sans nier les changements du corps? C'est là tout l'enjeu. Aujourd'hui, il y a des hormones qu'on appelle bio-identiques, produites à base d'igname et qui sont une alternative au traitement de synthèse. Mais elles sont aussi très critiquées. Donc bref, j'ai pas fait le tour de toutes ces questions de traitement. Parce que c'est là que j'ai réalisé qu'il faudrait avoir un temps plein pour se préoccuper correctement de notre santé. Et que la plupart des femmes normales n'ont juste pas ce temps-là pour prendre soin d'elles-mêmes. Alors ce que ça me pose comme question, c'est quel regard porte-t-on sur ce moment-là de la vie? Quel sens lui donne-t-on? Et j'ai été très touchée par ce que Valérie m'a dit à ce sujet. Il y a une image que j'aime. J'ai accompagné mon père vraiment au bout quand il est décédé. Et j'étais fascinée de me dire il était malade, il était épuisé. Et j'étais fascinée de voir la lutte que le corps avait pour rester en vie. Malgré la maladie, Et j'ai l'impression que c'était vraiment un travail de se laisser partir et de mourir.
et que le corps renonce pas à quelque chose. Et j'ai l'impression que dans la période de la ménopause, on peut transposer ça à la période de la ménopause, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi intense parce que le corps ne se laisse pas facilement vieillir. Il lutte, il garde ses défenses, il essaye de rester alerte. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout ça est tellement fort, en fait. Et puis je me dis, ok, respect. De la même manière, mon corps travaillait tous les mois, puis j'avais du respect pour les moments où j'avais mes règles, parce que je savais que c'était un énorme boulot pour le corps. Et puis, il y avait beaucoup d'actions qui devaient se mettre en place pour arriver à le faire. C'est la même chose, je pense, dans cette période de la ménopause, en fait. Et je trouve que si on le regarde comme ça, et si on arrivait aussi à échanger, en parler comme ça, ce serait peut-être plus facile à vivre. On pourrait le voir de façon un peu plus positive. Et puis aussi, je pense qu'on te vend beaucoup. Le peu qu'on dit sur la ménopause, j'ai l'impression, la société ou les médecins te disent « bon, ça va passer ». Et puis moi, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui passe. Puis en fait, plus je parle avec des personnes autour de moi, plus elles disent « non, moi ça s'est jamais vraiment arrêté en fait ». Donc c'est un début aussi de transformation du corps. Tu te dis pour aller vraiment vers la vieillesse et la fin de la vie, peut-être qu'on ferait mieux de te dire depuis le départ, la ménopause, ça signe le début du vieillissement du corps et puis d'un processus qui va pas s'arrêter en fait. Parce que les hormones, elles vont pas revenir. T'auras beau donner des hormones à quelqu'un, ça va pas changer le fonctionnement du corps en fait. Mais alors ça passerait par quoi un accompagnement conséquent ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la façon d'appréhender ce moment de la vie ? J'envisagerais vraiment un accompagnement médical avec des gynécologues qui ont les compétences de pouvoir entendre les questions, qui ont la capacité de pouvoir répondre aux questions, et pas seulement sur un plan t'arrives avec un problème, j'ai une recette pour toi. Tiens, voilà une ordonnance. Je trouve qu'on devrait en parler plus dans les médias aussi, qu'il devrait y avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et autre chose que ou accepter la ménopause et de vieillir, ou prendre des hormones. Et je me dis, il y a une gamme de possibilités qui est entre deux, qui est quand même un peu plus nuancée. Ce qui manque, je pense, c'est une façon de l'accompagner non médicale, en fait. Un peu comme le travail que font les sages-femmes, je dirais, avec les femmes qui accouchent et dans les années après. La même chose dans cette période-là, en fait. Voilà, j'imagine, ou je sais pas si ça existe déjà, il y aura des maisons de santé pour les femmes, je sais que ça existe en France. Et puis là, il faut que la ménopause, ça ait la même place que le... Parce que sinon, c'est un peu la double punition. C'est la chose, je pense, la plus difficile que j'ai vécue dans mon corps. Et puis, t'en parles pas. Donc, c'est la punition, c'est le silence. Et puis, il faut juste endurer parce que c'est un peu honteux. Puis, je crois qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est valorisé de vieillir. La nôtre, non. C'est vrai que dans certaines cultures, c'est valorisé. Chez les Indiens Moaves ou les Mayas, la fin de la fertilité, c'est le signe d'un renouveau social et érotique. Au Japon, c'est un non-événement tel que le concept de ménopause n'existe pas, et vieillir est gage de sagesse. Et plus près de chez nous, aux Pays-Bas, on utilise un mot qui n'a pas de connotation négative. On dit « overgang », qui signifie un passage d'un point à un autre. Ou alors encore, dans certains pays, des entreprises ont accepté de reconnaître que cette étape de la vie a ses conséquences. La banque Santander et Channel 4 ont par exemple rédigé une politique en matière de ménopause, avec un aménagement des horaires, une mise à disposition de ventilateurs, plus de congés maladie rémunérés, etc. Mais la plupart du temps, le vieillissement des femmes reste stigmatisé. Mes enfants, ils veulent pas entendre parler du fait que je pourrais vieillir. C'est ça aussi. Ils me demandent, mais reste en forme, et c'est chouette parce que c'est vraiment une envie de prendre soin de moi, mais ils ont aussi pas envie du tout de se confronter au fait que je vais vieillir. Je dois leur dire souvent, mais à un moment, je serai plus là. Je serai plus celle qui est là toujours, qui tient la barque, qui est pleine d'énergie. À un moment, ce sera plus comme ça. Alors, doucement, ils se font à l'idée, mais je dis parce que je pense que dans la société, c'est ça aussi. Quand quelqu'un va bien et est chouette et plutôt quelqu'un qui est positif pour les autres et tout ça, t'aimerais surtout que la personne reste le plus longtemps comme ça. Et puis, du coup, et tu veux ignorer le fait qu'à un moment, elle va vieillir. Et du coup, ça te donne pas non plus, toi, en tant que personne, on t'est pas accueilli en tant qu'une personne qui pourrait vieillir, oui. Et qui
va vieillir et ça enlève une partie de l'accompagnement aussi qu'on pourrait te donner, je crois. Quand j'entends toutes ces histoires, je regarde devant moi avec la curiosité de savoir ce qui m'attend. Aujourd'hui, je me sens certainement mieux dans ma peau qu'adolescente, mieux dans ma tête que pendant mes études. Je sens que je commence à me sentir mieux dans mon travail aussi. Et comme j'ai un enfant en bas âge, la parentalité occupe une grande place dans mon quotidien. Donc je crois que je comprends Joëlle lorsqu'elle m'explique que l'une des choses les plus difficiles, c'est qu'elle l'a vécu à un moment de sa vie où elle se sentait enfin plus posée à plusieurs niveaux. Je crois que le plus pénible, c'est de te dire que t'as vécu jusque-là, t'as fait tout ce que t'avais à faire, bien, en plus, parce que moi je suis assez fière de comment j'ai vécu ma vie de femme. Et puis, tout à coup, tu te prends une espèce de coup de massue. C'est comme, t'arrives à un moment de ta vie où t'as l'âge, hein, c'est chouette, quoi. Je veux dire, t'es bien dans tes pompes, t'as plus tellement peur de tout ce qui fait peur quand t'as 20 ans, ou quand t'as 15 ans, ou quand t'as 13 ans, enfin. Puis là, c'est un peu genre, chapitre ménopause. Et puis, moi, c'est ça qui m'a en fait démolie, quoi. J'avais dit, oh non, pas maintenant, stop. Pour moi, c'est le moment où mes enfants, ils sont autonomes, ils n'ont plus besoin que je sois là, ils n'ont plus besoin que je leur fasse à bouffer, ils n'ont plus besoin que je fasse ci, que je fasse ça. Moi, c'est pas vrai, j'ai fait à bouffer même encore maintenant, mais non, mais je veux dire, tu vois, voilà, la vie, elle devient un peu légère. T'es un petit peu plus à la sortie de l'école, ils font leurs devoirs tout seuls, ils deviennent grands. C'est comme une espèce de... Ouais, moi, je l'ai vécu un peu comme si je me suis encoublée dans un truc où je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. En écoutant Joëlle, je réalise que la ménopause, c'est certainement aussi une étape qui signifie dire au revoir à une partie de soi. Je prends conscience que ma vie de femme est rythmée par la présence de mes règles. J'ai beau ne pas toujours adorer ce moment, inconsciemment, je crois qu'il me permet de me dire « Mon corps fonctionne normalement quand il saigne ». Pour moi, c'est un deuil de ne plus avoir mes règles. J'ai dû vraiment faire le deuil de ça, parce que j'aimais cette sensation. Je l'ai jamais mal vécu, même si c'était intense, puis j'avais des règles assez intenses. Mais j'étais contente, c'était un peu mes 3-5 jours dans le mois où j'étais obligée d'être plus attentive à mon corps, j'étais obligée d'être un peu à un autre rythme, je me donnais un peu plus de temps et d'espace, et ça, j'ai vraiment dû faire le deuil. Je me rends compte en t'en parlant maintenant que ça fait 10 ans, et puis c'est lointain maintenant, mais pendant longtemps, c'était vivace, il y a quelque chose qui me manquait. Pour moi, c'était souvent les périodes de règles, c'était aussi souvent les périodes où j'étais la plus créative. Je suis quelqu'un assez créatif aussi. Et maintenant, j'essaye de nouveau je suis de nouveau dans cette créativité parce que j'écris et puis j'ai envie d'écrire pour moi. Et c'est marrant, ce support, je me suis dit ça exactement l'autre jour, ce support de ce cycle et ces transformations, bien aussi, pour moi, je voyais beaucoup les règles aussi comme une occasion de se renouveler une fois par mois, de laisser partir plein de choses. Je sens que ça se fait plus dans mon corps et que si je veux accéder à ma créativité, je dois le faire autrement. Et ça, c'est assez frustrant, ouais. Et je peux pas dire que j'ai vraiment fait le deuil de ça, puis je peux pas dire que j'ai trouvé vraiment non plus comment. C'est comme s'il me manque une connexion à mon corps, ouais. Comment arriver à atteindre ça maintenant? Je me souviens d'un jour où j'étais sous la douche et j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré avec le même sentiment que j'ai eu après avoir accouché. Il y a certaines femmes qui vivent ça, c'est que tout à coup ton ventre il est vide et tu te retrouves et tu as une espèce de vague de tristesse comme ça qui te traverse. Et je me suis dit, en fait, j'ai senti un deuil de l'appareil reproductif, quoi. C'est-à-dire, en fait, je suis plus une femme qui peut donner la vie. Et ça m'a mis un monstre coup. Mais voilà, j'ai chialé un coup, je suis sortie de la douche, et puis j'ai pas pleuré pendant, tu vois, des années. Mais c'est un peu ce genre de sentiment, quand tu vis une ménopause comme je l'ai vécu, tu peux avoir des moments d'une vulnérabilité. Tu as l'impression d'être une membrane et que ça te passe à travers et que ça te...
ça te bouscule, alors qu'il t'arriverait la même chose à d'autres moments, tu ferais face, quoi. Ces femmes ont dû faire face avec une grande fragilité et chercher à recomposer tout un équilibre. Et puisque j'ai commencé à parler de ce qui se passe dans nos culottes, on m'a fait comprendre qu'il fallait briser un autre tabou et évoquer explicitement un autre aspect qui rend vulnérable. Puisque nos chattes, mesdames, vivent elles aussi souvent une métamorphose. La sécheresse vaginale, j'en avais vaguement entendu parler, mais j'ai découvert avec un peu de nervosité le terme médical d'atrophie vulvo-vaginale. Dans la catégorie meilleur mot pas sexy et anxiogène, the winner is atrophie vulvo-vaginale. Oui, parce que là, j'avoue clairement que j'ai peur. Mais encore une fois, je me dis qu'il faut sûrement parler de tout ça sans immédiatement s'angoisser, ni brandir le drapeau de la pathologie. C'est ce qui se passe dans nos corps. Autant être prévenu. Je vais te dire un truc très hard. Les gens qui sont sensibles, il faut qu'ils se bouchent les oreilles. Non mais, quand j'étais allée voir ma gynéco, elle m'a dit à partir de maintenant, ce serait bien que tu mettes un gel sur ta vulve. Ah bon? Ouais, parce que en fait, à partir du moment où tu es ménopausée, ta peau, elle s'affine et ta vulve, elle s'assèche. Donc, rien que de mettre un gel hormonal sur sa vulve, en fait, ça ralentit le dessèchement et l'affinement de la peau. Et il y a des femmes qui, quand elles ont un rapport sexuel, qui se blessent dans des rapports sexuels parce qu'elles en ont pas souvent ou parce que elles ont justement cette sécheresse de la vulve. Et puis que, comme la peau devient fine, tout à coup, tu as un rapport, puis alors que c'est pas un rapport violent, mais c'est juste que tout ça se fragilise, tu vois, comme mes deux ovaires qui étaient comme deux petits raisins secs, tu vois. Maintenant, j'ai un abricot sec entre les jambes, et puis après, t'as les yeux qui sèchent, et puis cette histoire d'hormones, elle est incroyable, parce que c'est hallucinant, parce que c'est un truc qui se voit pas, mais qui est dans ton corps, qui tant qu'il est équilibré, il fait son boulot et tout va bien. Et sitôt qu'il y a quelque chose qui se dérègle, c'est le bordel. Joëlle aime le mot vulnérable pour sa sonorité et sa signification. C'est peut-être ça qui manque dans notre regard sur les femmes climatériques, la perception de leur fragilité. On a continué à parler des épreuves que traverse le corps, et avec ces histoires de vulve qui s'assèchent, naturellement, on a enchaîné la discussion sur la sexualité. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était difficile. Alors bon, je suis pas une nana qui a une libido d'enfer, donc ça je suis comme ça. Et je trouve que cette période de la vivre soi-même, c'est une chose, et puis de la vivre dans la relation, forcément ça rajoute un paramètre, quoi. C'est-à-dire t'es déjà assez emmerdé avec toi-même pour pas encore avoir envie que la relation crée ou que ça crée dans ta relation des questions ou des sujets supplémentaires. En l'écoutant parler, je pense à mon mec et je me dis que ça me semble tellement important qu'il soit au courant, lui aussi, qu'il se sente concerné, parce qu'évidemment que ça a un impact sur le couple et la relation à l'autre peut être mise à mal par tous ces changements physiques et leur influence sur le psychique. D'où la nécessité de casser la dynamique de honte et de dénigrement. Moi, je me souviens que j'ai été très touchée par un témoignage. Un jour, j'ai atterri complètement par hasard, mais vraiment, j'avais rendez-vous avec ma physio, et en fait, la croix avait été mise dans la physio du cabinet d'à côté, mais la nana m'a dit « je vous prends quand même ». Donc moi, j'étais censée aller en voir une, en fait, j'en ai rencontré une autre. Puis comme toujours, chez l'ostéo, ça commence plutôt cool, puis « alors madame, comment ça va ?» Fatalement, au moment où j'ai ouvert la bouche pour commencer à dire comment j'allais, j'ai dit « waouh, là en ce moment, c'est chaud, je suis en ménopause, j'ai pas beaucoup de copines qui vivent ça, je comprends pas trop ce qui m'arrive, je lui parle de mes problèmes dans mon couple, de comment je me sens mal dans mon corps. »
Et cette femme, ça a été vraiment un cadeau. Elle a commencé à me raconter qu'elle avait une vie de couple géniale, qu'elle avait un mari qu'elle adorait, qu'il turlutait par-ci par-là, vraiment. Donc, c'était pas ma sœur jumelle, c'était une femme qui avait une vie tout à fait épanouie sexuellement, et tout jouait avec son mari et tout. Et elle m'a dit, mais quand j'ai eu ma ménopause, ça a été Mais elle m'a dit, mais du jour au lendemain, il fallait plus me parler de rapports sexuels, voilà. Elle avait envie de mettre le rideau de fer là-dessus et terminer. Et je me suis dit, waouh, putain, dingue. J'en aurais pleuré, quoi, parce que de me dire, mais je suis pas la seule. En fait, j'entends une femme là qui me dit que elle, malgré qu'elle a une vie sexuelle épanouie et tout, elle se retrouve aussi dans une situation où tout à coup elle a plus envie de rien. Et puis elle m'a dit, moi c'est génial parce que j'en ai parlé avec mon compagnon, et puis il comprend très bien, et puis il me laisse tranquille, et puis... Enfin, pour te dire que voilà, le fait de pouvoir tout à coup discuter avec une autre femme qui me renvoie son point de vue, je trouvais ça génial. Alors bon, bien sûr, j'ai la sensation d'avoir peint un tableau qui n'est pas forcément très lumineux jusque-là. Briser un tabou, c'est aussi accepter d'en dévoiler les parts moins reluisantes. J'ai regardé une dernière fois ce prospectus avec l'envie de croire qu'il était peut-être quand même possible qu'elle ait une bonne raison de sourire, cette femme. C'est ce que j'ai demandé à mes interlocutrices, et elles m'ont dit que, malgré les difficultés, le climater représente aussi une période de la vie qui tend à plus de lâcher prise. Peut-être parce que ces épreuves amènent aussi à devoir s'affirmer. Je les ai trouvées si belles, si rayonnantes quand elles m'ont dit « Peut-être qu'il faut aussi un peu dire ce qui est positif, parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui est négatif. Et puis, je trouve qu'il y a quand même une chose qui est magnifique et qui est positive dans cet âge-là, c'est que ça te rend une forme de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à prouver. J'ai l'impression, pour moi. J'ai fait ce que j'ai fait dans ma vie, je sais ce que je suis capable de faire. Alors maintenant, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand je prends la parole et que dans une assemblée, comme je le fais, soit dans ma coopérative ou soit dans des groupes, tout ce qui pouvait retenir la jeune Valérie de 40 ans, maintenant, je m'en fiche, mais complètement. Puis pour ça, j'assume vraiment l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ou alors quand je vais approcher la directrice de mon école maintenant, elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, si je suis pas d'accord, je vais le dire. Il y a une forme de liberté comme ça que je regagne, que ça j'aime beaucoup. Et pour ça, j'aimerais vraiment pas retourner à mes 40 ans où j'avais beaucoup plus de peine des fois à dire les choses. Et ce personnage-là, il peut me rester dans mon intimité, ça c'est autre chose, mais la plupart du temps, dans mes amis, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça fait du bien. J'avais croisé une nana là, juste sur le passage piéton là derrière, qui m'avait dit ça va Joël en ce moment et tout. J'ai dit ménopause. Puis elle s'est retournée puis elle m'a dit tu verras quand ça passait après c'est génial. J'ai dit ok d'accord. J'ai pas cru une seconde ce qu'elle m'a dit. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle me mettait un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. Et maintenant, je commence à voir de quoi elle parle. Parce que c'est vrai que, en même temps, au niveau initiatique, ça tombe aussi à ce moment où maintenant j'entends parler à gauche et à droite de ça, et tu deviens complètement transparente. Tu peux te balader dans la rue à peu près comme tu veux. Il n'y a plus un mec qui te regarde. Moi, j'ai toujours été une nana assez jolie. J'ai trouvé ça assez insupportable, même quand j'étais jeune. Il y en a qui vont se dire « Ouais, putain, t'as de la chance. » parce que... Mais tu vois, ce côté où tu peux être nulle part discrètement quelque part, et tout à coup, t'es tellement, t'es tellement discrètement là que tu te demandes qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour qu'on te regarde. Alors, il y a aussi des côtés où tout à coup, moi, je trouve pas ça désagréable de me sentir libre des regards. Je mets plus de soutien-gorge. What the fuck, j'ai plus envie. J'ai pas envie de m'emmerder à m'attacher les seins dans un truc. Alors oui, j'ai les seins qui pendent. Et puis quand je mets un t-shirt ou un chemisier, même si c'est un joli chemisier, ça se voit, j'ai les seins qui pendent. Et je m'en fous.
en fait. Je me dis, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me faire opérer, je vais me faire remonter la poitrine. Pour qui? D'abord, j'ai pas les thunes, et puis après, je veux dire, je suis comme ça. C'est mon corps, J'avais dans la tête tous ces récits et toutes ces questions sur le regard que l'on pose sur notre vieillissement, et puis je repensais aux métaphores végétales de Joël. En rangeant mon micro, je lui avais dit que je trouvais dur de l'entendre parler de fleurs qui se fanent, parce que c'était parler de mourir et que la ménopause, c'était quand même pas la mort. Elle m'a répondu calmement que dans le fond, oui, c'était peut-être accepter de voir ça aussi. Pas dans l'immédiat, mais comme un chemin lent qui nous amène à une forme de finitude. Et puis elle m'a regardé avec un regard perçant et m'a demandé « Mais qui a dit qu'une fleur qui se fane n'est pas belle, elle aussi ?» Je repensais à tout ça et je suis partie dans le nord de la France. Je regardais défiler le paysage à toute allure derrière la vitre, avec la sensation que nos existences donnent cette impression-là parfois, de filer à toute allure sans qu'on puisse en distinguer les contours. Et comme la vie nous fait des clins d'œil souvent, je me suis mise à parler avec ma voisine de siège, qui s'appelait Joël, elle aussi. On a parlé sans discontinuer pendant près de 2 heures, et c'était comme si quelque chose nous reliait de manière inexplicable. Je lui ai parlé de mon podcast et de mes interrogations sur la ménopause. Alors dans ce brouhaha d'enfants, d'annonces SNCF et de vitesse TGV, elle m'a souri, comme la femme sur le prospectus de ma gynéco, en me racontant sa version de la ménopause. La première chose que j'ai trouvée absolument formidable en tant que femme, c'est le fait de ne plus jamais avoir ses règles. Ah, ça, je dois dire que c'était un vrai miracle pour moi. Non, ça ne m'a vraiment pas manqué, d'autant plus que j'avais eu ma deuxième fille à 45 ans. Donc c'est venu vraiment peu de temps après, entre 45 et 50 ans. Non, je ne me suis pas sentie... non, je me suis sentie privée de rien du tout que de priver d'avoir encore ces ennuis de règles qui étaient insupportables. On m'avait... ça a été exactement l'inverse de l'accouchement. C'est-à-dire que quand j'ai accouché, on m'avait promis monts et merveilles avant, expliqué que ça allait être un moment où je ne souffrirais pas, et l'accouchement sans douleur et tout. Et alors la réalité qui m'a rejoint à ce moment-là était tout à fait inverse. C'est-à-dire j'ai beaucoup souffert. À l'inverse, on m'avait expliqué, ma mère surtout, que vers les 50 ans, il arrivait une chose épouvantable, que les femmes grossissaient de toute façon, devenaient moches, avaient des espèces de sueurs, et que c'était tout un bouleversement physique qui rendait la femme laide, non désirable, qui la plongeait brutalement dans la vieillesse. Or, au moment où j'ai été ménopausée, j'ai fait un test auprès de ma gynécologue et elle m'a dit « Ah ben oui, ça y est, c'est bon ». Et il ne s'était rien passé, simplement je n'avais plus mes règles. En plus, j'étais une grande fumeuse, je m'étais dit « Il faut absolument que j'arrête de fumer, sinon ça va être terrible ». Il paraît qu'arrêter de fumer, ça fait grossir aussi. Donc j'ai tout fait en même temps. Et j'attendais un déclenchement, j'attendais de devenir comme une baleine et rien du tout. Je me sentais mieux, je respirais mieux parce que je ne fumais plus. Et puis, oui, ça a été une vraie libération, une formidable libération. Et le début d'une nouvelle liberté. Tout s'est enchaîné d'une façon très, très agréable. Ça a été une deuxième jeunesse, hein. Vraiment, hein. Une deuxième jeunesse, pas du tout un début de vieillesse, franchement. Voilà. Joël me dit qu'elle n'est pas devenue baleine, mais peut-être bien que dans sa grande liberté, elle l'est un peu devenue sans le savoir. Parce que j'ai découvert qu'à part l'humain, les seuls mammifères à passer par le climatéraire sont les orques et les narvals. Chez ces animaux, seules les femelles ménopausées peuvent devenir les leaders du groupe. N'ayant plus besoin de s'occuper des enfants, étant libres de leurs mouvements, elles ont le rôle de guider les autres. Je rêve que ça soit comme ça qu'on puisse considérer les femmes, comme des guides, des meneuses de groupe, qu'on les regarde avec l'admiration qui leur est due pour tout ce qu'elles traversent souvent seules et leur capacité de faire front ensemble. La ménopause a des répercussions multiples sur nos vies et notre sexualité. On va donc continuer à ausculter ce qui se passe dans le fond de nos culottes et dans le prochain épisode, on suivra le chemin de nos désirs pour questionner le sexe, version senior. Vieille beau,
Non, j'ai pas envie. Vieille peau. Vieille peau. Vieille peau, un podcast de reportage phonique, écrit, monté et réalisé par Charlotte Dumarteret, accompagnement éditorial et production Laure Gabu, création sonore Basile Rosselet. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du canton de Vaud, de la Fondation Jan Michalski, la Fondation du Jubilé de la Mobilière, la Fondation Lennartz et la FSRC. Si ça vous a plu, partagez autour de vous et foncez sur reportage.ch pour découvrir les autres podcasts. Un immense merci à toute l'équipe de Reportage. Reportage.